Bonjour à tous. Alors merci déjà de me permettre d'intervenir au sein de l'Académie. Je suis ravie. Oui, moi je suis donc Hélène Souvelet. Je dirige la fondation la Fondation pour la recherche sur la biodiversité depuis 2017. Alors j'étais précédemment dans les ministères agriculture puis environnement. La fondation, juste quelques mots parce que je pense que peut-être que vous ne connaissez pas notre travail. Nous sommes une fondation de coopération scientifique, c'est-à-dire que nous avons été créés alors par les membres fondateurs que vous voyez en bas là sur la frise. Donc majoritairement des instituts de recherche qui travaillent sur la biodiversité ou en lien avec la biodiversité. On peut voir, il y a le BRGM, l'INERIS par exemple, où les liens sont un peu plus distendus, mais on travaille avec eux sur de la biodiversité un peu particulière. Un seul privé, LVMH. Et on a été créé en 2008 parce qu'il y avait ce besoin à l'époque de mettre en relation la société, les enjeux biodiversité qui commençaient à monter et les chercheurs dans leur diversité et dans la diversité des disciplines aussi qui travaillaient sur ces questions. Et donc, une de nos actions, c'est d'essayer de capter ce qui se passe dans la recherche, donc la connaissance, et de la transmettre pour en appui en fait à la décision, qu'elle soit publique ou privée. Et donc là, typiquement, sur les espèces exotiques envahissantes, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, je me placerai pour cette présentation sur ce qui se passe au niveau international. Donc, je ne sais pas si vous savez complètement ce que c'est que l'IPBES. Si, un peu, oui. Voilà, donc il y en a qui savent, c'est bien. Donc l'IPBES, en fait, c'est un organe qui est une plateforme scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques qui a été créé en 2012. Et qui, en fait, est un peu l'équivalent du GIEC sur le climat. Donc, c'est une plateforme d'abord scientifique avec des experts qui réalisent des grandes évaluations et qui les publie au niveau international avec un résumé pour décideurs qui représente l'état de ce sur quoi les États, donc les États membres de l'IPBES, qui sont les États de l'ONU, se sont accordés sur la thématique. Et donc là, en l'occurrence, les espèces exotiques envahissantes faisaient partie du premier programme de travail de l'IPBES qui a été créé en 2012, donc premier programme de travail en 2014. Et cette question, en fait, est tout de suite ressortie comme étant une question d'importance, notamment pour les pays du Sud. Donc, le rapport qui a été publié l'année dernière, en fait, avait été retardé parce que, pour des problèmes de financement, la plateforme n'a pas tout de suite lancé cette évaluation, mais c'était une demande récurrente des pays du Sud de ne pas faire passer d'autres dossiers avant celui-là. Ça s'est passé comme ça jusqu'en 2020 environ. Et en 2020, on a enfin pu lancer cette évaluation en ayant récupéré les fonds suffisants. Donc, je vais vous présenter ce que dit le rapport. Gardez en tête quand même que ce que dit le rapport, alors le rapport, il fait presque 1000 pages, mais le résumé pour décideurs, en fait, il a sélectionné des messages clés. Et les messages clés, ils sont très, très orientés par cette attention particulière qu'ont les pays du Sud à la gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, à la fin, je vous donnerai quelques éléments aussi sur la position, enfin plutôt le regard de la FRB sur cette problématique. Donc d'abord, ce que dit le rapport, qui est assez important et que je pense que vous savez tous, c'est que les espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus présentes. Donc on appelle espèce exotique envahissante une espèce qui n'est pas exotique au départ, mais qui quitte son aire d'origine par l'intervention humaine, donc, et qui va s'installer dans un territoire qui n'est pas son territoire habituel. Elle n'est qualifiée d'espèce exotique envahissante que s'il y a eu une intervention humaine. Donc l'intervention humaine peut être de diverses sortes, elle peut être volontaire ou involontaire, elle peut être de toute nature, en fait, dès lors qu'il y a une intervention humaine. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec la transformation des milieux naturels opérée par l'humain, on a une diffusion quasi mondiale, je ne sais pas pourquoi je dis quasi, mondiale, des espèces exotiques envahissantes. Donc, vous voyez, sur cette carte, là, plus c'est rouge, plus les espèces sont établis, plus le nombre est grand d'espèces au niveau terrestre, et la même chose sur les niveaux marins. Donc, vous voyez qu'au niveau marin en particulier, on a un focus sur les littoraux et finalement presque les zones économiques exclusives des États. Alors, c'est dû à deux choses. C'est dû au fait qu'effectivement, c'est là qu'il y a le plus de biodiversité dans le milieu marin. La biodiversité est assez mal répartie dans l'océan. Elle est plus proche des côtes. Et deuxième chose, c'est aussi le manque de données en fait qu'on a sur l'océan global. Et donc voilà, on a cette carte-là, on a ces éléments qui disent qu'on a de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes dans le monde aujourd'hui et que ça commence à poser un vrai problème, on va le voir.
Donc, quand on regarde les tendances temporelles de ces espèces exotiques envahissantes, alors celles-ci, qui ont été, dont on a les données, en fait, hein, c'est toujours ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup plus d'espèces que ça, bien entendu, mais là, ce qu'a fait l'IPBES, c'est qu'elle a fait une grande évaluation et elle a utilisé les données disponibles et notamment les publications scientifiques disponibles. Donc, on a une espèce d'augmentation exponentielle à partir, on va dire, peut-être, enfin, on peut les placer, ça dépend de quelles espèces, mais c'est globalement depuis la révolution industrielle, ensuite depuis la guerre aussi, on a beaucoup augmenté en fait ces installations d'espèces exotiques envahissantes. Et ça concerne à peu près tous les groupes, pour ce qui concerne notamment les animaux et les plantes. Donc, une des grosses lacunes du rapport, on le verra un peu plus tard, il y a quand même des éléments qui nous permettraient de dire qu'il faudrait qu'on s'occupe aussi des micro-organismes, parce que c'est un peu un impensé de ce rapport qui s'est focalisé sur les espèces exotiques qui étaient visibles et qui donc posaient problème aux États. Alors, ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que ça s'accélère. Et que le rythme, en fait, est important, puisque par an, on estime qu'on a le signalement d'environ 200 nouvelles espèces invasives. Donc, avec un petit focus là, dont je remercie Hervé Jactel, qui a décrypté pour nous, pour notre conseil scientifique, ce rapport quand il est paru l'année dernière. 6 insectes forestiers par an en Europe, par exemple, qui sont des nouvelles espèces, en fait, qui arrivent et qui vont donc, ou pas, créer des problèmes. Alors, quand on regarde ce que ça cause comme problème et pourquoi est-ce que finalement c'est une attention importante au niveau mondial et au niveau national de ces espèces, c'est qu'elles agissent en fait sur beaucoup d'éléments. Donc, elles ont des impacts sur nos modes de production, elles ont des impacts sur la production agricole, elles ont des impacts sur les paysages, elles vont avoir des impacts sur la biodiversité. Certains de ces impacts peuvent être donc calculés économiquement, donc on peut connaître le coût économique de ces espèces exotiques envahissantes. Et en fait, ce qui fait peur un petit peu, c'est que les coûts économiques de ces espèces exotiques, l'impact de leur installation, finalement, augmente de plus en plus. Et donc, on voit qu'on a là quelque chose qui ressemble à une gestion de crise. En fait, nous sommes en gestion de crise, puisque la façon dont nous occupons le paysage amène à ce qu'on appelle une homogénéisation biotique. Finalement, des paysages très diversifiés au niveau mondial peuvent se ressembler au final lorsqu'on y applique les mêmes pratiques, et ça, c'est notamment important en agriculture. Aujourd'hui, l'IPBES estime que environ 75% de la surface terrestre et marine a été transformée, et sur lesquels on peut avoir des impacts des activités humaines. 75%. Donc, sur ces 75%, on a globalement transformé des écosystèmes extrêmement divers en des écosystèmes qui sont beaucoup moins divers, et notamment les écosystèmes agricoles, avec une élimination par la gestion d'espèces non souhaitées, puisque là, dans ces écosystèmes-là, ce qui est souhaité finalement par l'humain, c'est de récupérer des services écosystémiques et notamment de produire, par exemple, des denrées alimentaires, mais ça peut être du bois pour certaines forêts, etc. Donc, quand on regarde quelles sont les typologies des coûts sur nos sociétés, en fait, ce sont essentiellement des coûts en fait qui vont impacter les services écosystémiques. Donc, c'est-à-dire les services que la biodiversité nous apporte et dont nous bénéficions. Puisque ces espèces, en fait, quand elles arrivent dans un nouvel écosystème, elles vont modifier l'équilibre de cet écosystème. Et si cet écosystème est déjà dégradé, elles vont le modifier d'autant plus. Souvent, ce sont des espèces qui sont relativement efficaces, généralistes, adaptables, et qui vont réussir finalement à prendre la place, soit la place parce que la niche est vacante, soit la place parce que les espèces en place ont moins de capacité de résilience. Donc aujourd'hui, dans le monde, sur les espèces que nous connaissons, vous voyez, c'est plusieurs dizaines de milliers, donc 37 000 espèces invasives recensées. Sur ces 37 000 espèces, toutes n'ont pas un impact. Il n'y a que 10% de ces espèces qui ont un impact avéré. Mais ces espèces, en fait, ces 10% peuvent avoir un impact disproportionné par rapport à d'autres impacts qu'on peut accorder ou qu'on peut attribuer à la biodiversité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que, alors il y a des impacts sur les activités humaines, il y a aussi des impacts sur la biodiversité, avec des problématiques, par exemple, une espèce exotique envahissante qui pourrait avoir des impacts sur une espèce en danger critique de conservation. Et donc, ces impacts négatifs sur la biodiversité sont surtout visibles sur les îles, parce que dans les îles, on est dans un écosystème qui est relativement, on va dire, différent, en fait, et qui a évolué, en fait, qui a eu une trajectoire évolutive qui lui est propre. Et donc, lorsqu'une espèce
espèces nouvelles, très adaptables, très généralistes, arrivent sur une île, hein, on l'a vu par exemple avec les rats ou les chats qui peuvent s'implanter, ou les lapins qui peuvent s'implanter sur des îles, et elles peuvent avoir des impacts disproportionnés. Ou quand un prédateur arrive sur une île, alors qu'il n'y avait pas de prédateur à l'origine, on peut avoir en quelques années en fait la disparition d'espèces complètes, comme des oiseaux par exemple, qui peuvent disparaître assez rapidement. Donc une autre façon de regarder ces espèces exotiques envahissantes, c'est de regarder en fait finalement l'ampleur des impacts qu'elles peuvent avoir. Et donc ce que dit le rapport là dans son résumé pour décideurs, c'est que pour 16% environ des impacts, 16% des espèces exotiques envahissantes ont un impact sur la nature et sur les services écosystémiques du coup qu'on retire de la nature. Que 7% de ces espèces, c'est sur notre qualité de vie, donc via une détérioration, par exemple, d'un paysage qui peut se trouver envahi tout d'un coup, d'un lac qui peut se trouver envahi par la Jussie, par exemple. Donc détérioration de la qualité de vie, du rapport qu'on a au paysage, et donc 5% sur les services écosystémiques et la bonne qualité de vie également, due à ces services-là. Donc, ce rapport est disponible en ligne. Il a déjà commencé à on va dire, agréger un certain nombre d'éléments. Nous avions des éléments déjà précédemment, et notamment un gros programme de recherche qui s'appelle InvaCost, qui a pendant plusieurs années en fait essayé d'estimer, d'évaluer les coûts de ces espèces exotiques envahissantes. Et donc, ces évaluations ont été faites au niveau mondial, et puis ils ont été aussi faites au niveau régional. Et donc, notamment, on a un rapport, enfin une publication scientifique plutôt sur les coûts pour l'Europe. Et donc là, vous voyez que finalement, quand on regarde précisément secteur par secteur, alors ça, c'est des chiffres pour l'Europe, comment est-ce que ça se répartit? Eh ben, on voit finalement que l'agriculture, c'est une des activités humaines qui pâtit le plus de l'arrivée de ces espèces exotiques envahissantes. Sachant que là, dans l'arrivée des espèces exotiques envahissantes pour l'agriculture, on a beaucoup d'animaux qui sont pas forcément qui sont pas forcément les plus visibles dans le rapport de l'IPBES. C'est par exemple les insectes, qui peuvent être des insectes herbivores et qui vont donc détruire des cultures. On a aussi la foresterie qui est très très impactée par l'arrivée de ces nouvelles espèces exotiques envahissantes. On a donc la pêche un petit peu moins, et puis ensuite on a d'autres on va dire enjeux humains, comme des enjeux santé. Alors on l'a vu un petit peu là, on peut avoir des enjeux santé assez importants dû à de la biodiversité, et puis une espèce qui finalement prend trop de place ou prend beaucoup plus de place. Quand on regarde en fait comment sont répartis les coûts, est-ce que ce sont des coûts dus au dommage de ces espèces exotiques envahissantes ou des coûts dus à la gestion de ces espèces exotiques envahissantes, on voit que déjà là, InvaCost avait en 2020, signalé que en fait, ça dépend quand même des secteurs ou des enjeux considérés, mais que globalement, pour l'instant, les impacts des espèces exotiques envahissantes, c'est plutôt des coûts de dommages, donc les dommages qu'elles font aux écosystèmes ou à des productions agricoles ou forestières. Sauf du coup pour les autorités publiques qui, elles, sont beaucoup plus finalement dans la gestion et finalement la gestion de la crise pour éradiquer ou atténuer l'effet des espèces exotiques envahissantes. Alors bon, il y a ce rapport permet de regarder quelques espèces une par une, enfin tout au moins celles pour lesquelles on a des données économiques. Et vous voyez que le nématode du pin, par exemple, qui n'est pas un animal ou un végétal, qui est un animal mais qui n'est pas ciblé par le rapport de l'IPBES, c'est lui qui a été le plus documenté en termes économiques, qui avait été le plus documenté en termes économiques en 2020. Sinon, on a des plantes, l'ambroisie, la jussie, et puis on a aussi des animaux comme le rat, le lapin, etc. Et ça pose aussi une question intéressante, c'est finalement, quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, bien souvent, on cible les animaux sauvages. On oublie peut-être un peu que au niveau domestique, quand on regarde la biodiversité, les animaux qui impactent le plus la biodiversité, donc BMR, c'est les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Finalement, ce sont principalement des animaux domestiques. Alors au milieu de tout ça, il y a le rat. Mais globalement, ces animaux domestiques au niveau international, en fait, on n'a pas obtenu de messages clés sur ces animaux-là.
ce qui est étonnant en fait, parce que voilà, on a documenté, la recherche avait documenté depuis longtemps l'impact des chats, par exemple, arrivant sur une île, ou même d'ailleurs des chats sur des milieux plutôt continentaux, hein, avec un nombre d'espèces impactées qui peuvent être assez importantes comparées à d'autres, comme par exemple là, si on regarde les espèces impactées par le renard au niveau mondial et les espèces impactées par le chat. On voit que voilà, il y a une différence notable qui n'est pas souvent pris en compte par les politiques publiques. Mais bon, pour des raisons qui se comprennent aussi, le chat il est principalement domestique, enfin tout au moins chez nous. Et donc voilà, on peut se pencher aussi sur cette question de gestion quand il s'agit de l'impact sur la biodiversité. Alors, quand on regarde pourquoi est-ce qu'une espèce s'installe, il faut noter qu'il y a plusieurs facteurs qui sont soit des facteurs directs qui favorisent l'installation, soit des facteurs indirects qui favorisent l'installation. Et donc, ces facteurs sont les mêmes en fait que les facteurs qui expliquent l'effondrement de la biodiversité. Et donc, vous aurez en vert, là, les facteurs directs de pression sur la biodiversité. Et vous voyez que ces facteurs directs de pression, ils ont aussi un impact positif sur l'invasion biologique. Et donc, on va retrouver le changement d'usage des terres. Hein, quand vous modifiez la structure du paysage et que vous transformez votre écosystème, eh bien, il va être plus accueillant pour un certain nombre d'espèces qui pourraient devenir ensuite qui pourraient devenir envahissantes. Le changement climatique, lui aussi, favorise, ça on le sait bien, hein, on voit des migrations vers le nord d'un certain nombre d'espèces et parmi elles, certaines peuvent devenir envahissantes. La pollution va aussi favoriser beaucoup l'installation des espèces exotiques envahissantes en éliminant la concurrence avec les espèces locales qui résisteraient moins bien. Et puis parce que un certain nombre d'espèces, en fait, si elles réussissent à s'installer, c'est qu'elles ont la capacité en fait, de faire entre guillemets de la bioremédiation, c'est-à-dire elles sont adaptées au sol pollué et donc elles vont s'installer alors que d'autres ne vont pas résister. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que donc, dans le premier cadran là, qui est gris, c'est qu'il y a aussi des facteurs indirects. Ça, c'est un des grands messages de Libbes, qui a dit que, évidemment, on peut essayer de serrer les facteurs de pression. On trouve des facteurs assez techniques et pratiques, mais en réalité, ces facteurs techniques et pratiques, comme le changement d'usage des terres, sont aggravés, favorisés, amplifiés par des facteurs indirects, qui sont, eux, plutôt des facteurs socio-économiques. Donc, on a l'économie de façon générale, notre économie mondialisée, va être très favorable à l'implantation des espèces exotiques envahissantes. Vous avez effectivement aussi le nombre d'humains, la démographie. Vous avez aussi donc les valeurs qu'on accorde à la biodiversité. Est-ce que cette biodiversité a de l'importance et finalement, est-ce qu'on va passer du temps à la protéger ou à essayer de vivre avec, hein, j'ai entendu ça en début d'après-midi. C'est vrai que c'est une des explications pour lesquelles la biodiversité est détruite. C'est parce que parfois, elle n'a pas de valeur, donc elle est détruite d'autant plus facilement. Et puis, on a aussi tous les aspects politiques et institutionnels avec éventuellement des focus ou des priorités qui vont être données à un certain nombre d'actions au détriment d'autres, et donc finalement cette volonté de trouver un coupable. Et l'espèce exotique envahissante, en réalité, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle est exotique, mais tout au moins elle est envahissante. Et donc, on va avoir tendance, en fait, à considérer que le problème est dû à cette espèce. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment un problème dû à l'espèce. C'est plutôt un problème dû à la dégradation globale de l'environnement qui va autoriser ou favoriser l'implantation d'un type d'espèce qui, souvent, vient là pour, entre guillemets, résoudre un problème de l'écosystème. Donc, ce qu'on peut dire aussi sur ces éléments, c'est qu'il y a rarement un élément qui explique l'ensemble du processus d'invasion. C'est souvent une combinaison de tous ces éléments. Donc, si on regarde le problème de l'économie, là, je vous ai remis donc un tableau qui avait été compilé par donc Serge Morand et collaborateurs, donc pour mettre en évidence en fait que notre économie, elle est partie dans un système qui fait qu'on est en capacité, en grande capacité, de transporter des espèces d'un bout à l'autre de la planète. Là, si vous regardez, alors c'est en pourcentage d'augmentation. Donc, en pourcentage d'augmentation du trafic de véhicules, la première ligne, on a 600% d'augmentation depuis 1950, hein, entre 1950 et 2010. Si je prends une autre ligne, par exemple les containers, hein, la ligne container entre 1980 et 2018, vous avez une augmentation de 1951% de containers qui sont échangés au travers du monde. Et donc, en fait, là, on voit que essayer de stopper l'introduction de ces espèces exotiques envahissantes, c'est quand même relativement utopique. C'est-à-dire qu'on estime, et Libbes le dit bien, que ça ne sera pas possible. Donc, on ne pourra pas stopper l'arrivée
d'une espèce exotique envahissante. Ne serait-ce que parce que effectivement on la transporte comme ça avec des moyens physiques, mais elle peut aussi arriver par le changement climatique. Et donc, la recherche pour elle de conditions favorables ou l'extension tout simplement de son aire de répartition, parce que ça devient favorable dans une aire qu'elle n'occupait pas précédemment. Et donc, ça revient à s'intéresser au processus de l'invasion biologique. Donc, ça, c'est un tableau qui est extrait du rapport du résumé pour décideurs de l'IPBES. Processus qui n'a cependant pas fait vraiment l'objet du cœur du résumé pour décideurs. Le cœur du résumé pour décideurs, c'est d'expliquer l'impact, la gravité, les impacts économiques de ces espèces exotiques envahissantes, et ensuite de dire comment est-ce qu'on peut les gérer. Et donc, toutes les méthodes de gestion que vous pouvez imaginer. Et puis, de dire également, puisque c'était quand même drivé par les pays du Sud, qu'il fallait une augmentation de capacité et donc un financement par les pays du Nord pour les aider à gérer ces espèces exotiques envahissantes. Néanmoins, nous, notre conseil scientifique, notamment, estime qu'il y a quand même un grand enjeu à comprendre ce processus d'invasion et à comprendre pourquoi est-ce qu'une espèce s'installe dans un territoire, pourquoi est-ce qu'elle ne s'installe pas dans une autre. C'est un peu comme ce que nous a expliqué Patrick sur les pullulations. Il y a un grand enjeu en fait à comprendre ces processus écologiques qui vont favoriser les invasions ou les installations. Donc l'espèce exotique, en fait, au début, elle n'est pas exotique, elle est indigène. C'est une espèce qui habite sur une aire dans son aire de répartition. Et cette espèce, en fait, elle va être transportée ailleurs, donc par l'action humaine. Et du coup, elle va changer de statut. D'indigène, elle va devenir exotique. Mais en réalité, c'est toujours la même espèce. Et puis, une fois qu'elle s'installe, en fait, une fois qu'elle est introduite, elle peut ou pas s'établir. On verra tout à l'heure que c'est 10%, en fait. C'est 10% seulement des espèces qui, une fois introduites, qui s'installent. Et puis après, une fois qu'elle est installée, elle peut tout à fait évoluer à bas bruit dans l'écosystème et ne pas causer de dégâts, ou tout au moins ne pas causer de dégâts qui dépasseraient un seuil de tolérance de l'humain. Certaines vont devenir envahissantes. Et en fait, on peut intervenir sur le dernier cadran, c'est-à-dire une fois qu'elle est devenue envahissante. Mais je pense que ça sera relativement moins efficace que si on intervient sur les cadrans du milieu. Comme je vous ai dit, intervenir sur l'introduction, ça paraît compliqué. Par contre, intervenir sur l'établissement, c'est tout à fait possible dans un certain nombre de cas. Peut-être pas dans tous les cas. Donc, quand on regarde en fait combien d'espèces réussissent à devenir envahissantes, il y a la règle des 10% en fait qui est relativement démontrée. Donc, une espèce parmi celles qui sont transportées, 10% simplement vont réussir à s'introduire. Sur ces espèces introduites, 10% vont réussir à s'établir, et sur ces espèces établies, 10% vont devenir envahissantes. Donc en réalité, on a peu d'espèces qui, au final, deviennent envahissantes. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'elles sont devenues envahissantes, pourquoi ces espèces-là, pourquoi dans ces conditions-là, pourquoi à ce moment-là. Et donc, ça nous amène à discuter d'une des causes de l'établissement des espèces exotiques envahissantes, qui est le changement d'usage des terres. Le changement d'usage des terres, en fait, ça bouleverse un certain nombre de choses, et notamment, ça bouleverse les processus écologiques. Et là, on a un certain nombre de publications qui démontrent depuis longtemps, en fait, que quand on change d'usage des terres, on va finalement éliminer un certain nombre d'espèces. On va sélectionner des espèces relativement semblables. On va avoir un processus d'homogénéisation biotique, c'est-à-dire de moins en moins d'espèces et de plus en plus semblables au niveau du monde entier. Et on a ce genre de publications qui sont assez intéressantes, qui montrent que des processus ici, alors on est sur des pratiques d'agriculture intensive et les suivis temporels des insectes démontrent que, oui, on a diminution globalement de la biomasse des insectes. Vous voyez, 95% des insectes aériens ont disparu. Là, c'était une étude en Allemagne, un peu le même genre d'étude que celle qui avait été faite dans les aires protégées, mais là, c'est dans les zones d'agriculture intensive. Alors, dans les aires protégées, il diminue un peu moins, mais c'est quand même 80%. Et c'est pour les mêmes causes. En fait, c'est toujours les pesticides et l'homogénéisation biotique des paysages. Et vous voyez qu'en fait, cette dynamique de diminution des insectes, elle est assez hétérogène, puisqu'on va avoir des grands groupes d'insectes ou d'arachnides qui vont diminuer. Et finalement, un groupe qui, lui, va profiter de cet écosystème, c'est le puceron. Puisqu'il y trouve le gîte et le couvert en fait dans nos écosystèmes agricoles. En plus, on lui a éliminé la compétition d'un certain nombre d'autres d'insectes. On a éliminé aussi une grosse partie de ses prédateurs. Et donc, on a des typologies comme ça où on va avoir globalement une augmentation de ce puceron qui pourrait être une espèce exotique envahissante.
Une autre espèce et qui peut être exotique et puis qui peut être très envahissante, c'est le moustique. Donc le moustique, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que sur les 3500 espèces de moustiques, il n'y en a que 300 qui piquent l'homme. Dans notre transformation des écosystèmes, ce que nous faisons aussi, alors c'est effectivement inintentionnel, mais ce que nous faisons aussi, c'est que nous sélectionnons les espèces qui sont adaptées à notre biologie, à nos processus, et en fait, on va sélectionner les 300. Et donc, évidemment, avec toutes les incidences sur la santé qu'on connaît par rapport aux moustiques. Pourquoi ? Parce que ces espèces-là, en fait, elles sont adaptées à notre façon d'habiter la planète. Et donc, par exemple, elles vont préférer être hébergées dans des milieux un peu plus chauds que dans des forêts. Elles vont préférer des milieux où il y a moins de prédateurs. Par exemple, on a éliminé les oiseaux, les chauves-souris, etc. Elles vont avoir la capacité, comme le moustique tigre, à se reproduire dans des tout petits trous d'eau, et non pas dans des mares, c'est plutôt défavorable pour le moustique tigre, mais les tout petits trous d'eau, ça lui permet de compléter son cycle. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont créées par les humains, les ornières, les gouttières, les seaux qu'on oublie, etc. Et donc, en fait, on a une espèce d'externalité sur cette dégradation des écosystèmes qui est qu'on va augmenter finalement les effets négatifs sur d'autres enjeux humains, et là, notamment la santé humaine. Et donc tout ça amène à penser global, et surtout à penser en ce que l'IPBES appelle le nexus, c'est-à-dire de regarder plusieurs enjeux à la fois. Donc là, je vous prends cet exemple qui est assez intéressant. C'est une publication récente qui a été faite en Australie, où les chercheurs en fait ont regardé si on pouvait établir des liens de causalité entre la biodiversité des sols et le risque de développer des maladies infectieuses et parasitaires. Et ils ont en plus regardé si ce risque était également réparti dans la population en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc évidemment, ils ont démontré que non. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que la transformation des sols, le labour par exemple, ou les pesticides, va diminuer la biodiversité des sols. Diminuer la biodiversité des sols, c'est diminuer les organismes eucaryotes, mais c'est aussi diminuer les organismes unicellulaires, notamment les bactéries, les champignons, les levures, tous ces organismes-là, en fait, qui maintenant, il a été prouvé qu'ils nous servaient beaucoup pour la diversification de notre microbiote. C'est ce que les Anglais appellent des old friends, c'est-à-dire toute cette biodiversité microscopique qui ensemence régulièrement les microbiotes des humains. Et en fait, cette étude a réussi à démontrer, avec une mobilisation de pas mal de données nationales chez eux, que finalement, lorsque la biodiversité des sols était suffisante, le microbiote des gens qui vivaient dans ces zones-là a été suffisant, enfin tout au moins assez diversifié, pour pouvoir prévenir d'impact d'autres déterminants de santé. Donc, par exemple, le stress, la drogue, le manque d'accès aux soins, et qui, eux, sont strictement des déterminants de santé qui sont dus à des inégalités sociales. Et du coup, là, en fait, si on n'a plus cette barrière protectrice, on va dire, du microbiote qui ensemence les humains, les autres inégalités de santé vont s'exprimer à plein, si j'ose dire. Et on a d'ailleurs transcrit à la FRB une publication qui parle de l'équité d'accès à un microbiote diversifié, et on se rend compte qu'il n'y a pas d'équité d'accès à un microbiote diversifié, c'est-à-dire que les populations déjà les plus favorisées sont celles qui accèdent au microbiote, ou tout au moins à l'environnement qui leur permet d'avoir un microbiote le plus diversifié, et à l'alimentation qui leur permet d'avoir le microbiote le plus diversifié. Donc tout ça laisse penser qu'il y a des co-maléfices en fait de cette dégradation des terres qui peut favoriser les invasions, mais qui peut aussi favoriser d'autres types d'invasions. En fait, là, ce serait l'invasion par une bactérie néfaste de notre propre microbiote intestinal. Alors nous ne sommes pas un écosystème, mais quand même, on pourrait faire l'analogie. Et puis pour finir, donc dernier message qui nous semble important, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on rentre dans le processus d'invasion biologique, finalement, on se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un peu un leitmotiv très très bateau. Je m'en excuse, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ici. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'utiliser ce que les chercheurs appellent l'intégrité écologique des écosystèmes, qui est un indicateur d'ailleurs de façon très intéressante, qui a été reporté à plusieurs reprises dans les cibles du cadre mondial pour la biodiversité, qui a été adopté en décembre 2022 par la Convention sur la diversité biologique. Donc, c'est un cadre qu'on attendait depuis longtemps, qui remplace, pour ceux qui connaissent, les anciens objectifs d'Aichi.
Donc là, on n'a plus 20 objectifs, mais on a 23 cibles. Et dans plusieurs de ces cibles, la CDB, donc la CDB, ça veut dire les États, en fait, en réalité. Alors, se base bien sûr sur les rapports de l'IBES, mais ce sont les États. Les États nous disent, pour vivre en harmonie avec la nature et finalement bénéficier des régulations, notamment là, on parle des régulations des espèces exotiques envahissantes, par la biodiversité, il faudrait que les écosystèmes retrouvent une intégrité écologique. L'intégrité écologique d'un écosystème, l'avantage de cet indicateur, c'est qu'il va regarder plusieurs fonctions, plusieurs niveaux de l'indicateur. Donc, il y a la structure des paysages, ça c'est assez important, on l'a vu précédemment. La composition en espèces de cet écosystème et les fonctions écologiques qui sont affectées à cet écosystème et qui, d'elles, vont découler les services écosystémiques comme le service de régulation des pathogènes ou des espèces exotiques envahissantes. Et ce que disent aussi les chercheurs, ici, dans cette publication qui est assez récente et qui est intéressante, parce que ces chercheurs-là ont dit, mais l'intégrité écologique, finalement, on peut la comprendre aussi dans les agrosystèmes ou dans les forêts gérées ou dans finalement les écosystèmes qui sont des écosystèmes très anthropisés et dont on a besoin pour notre propre survie. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous comparez un espace agricole avec une forêt tropicale, on pourrait se dire si je dois transformer mon espace agricole en forêt tropicale, je vais perdre quand même un certain nombre de services, notamment services de production de nourriture. Alors qu'en fait, cet indicateur d'intégrité écologique, il est possible de le transposer dans les agrosystèmes. Et ce que disent les chercheurs, c'est qu'à partir de 20% d'infrastructures agroécologiques, alors eux, ils appellent ça des habitats natifs ou semi-naturels, on pourrait transcrire comme ça, des habitats natifs ou semi-naturels, c'est-à-dire des habitats qu'on va laisser évoluer, 20%, c'est pas énorme et ça permet de retrouver un fonctionnement d'écosystème qui se rapproche d'un fonctionnement naturel et qui donc permet en fait surtout de bénéficier de l'ensemble des services écosystémiques et surtout des services de régulation. Puisqu'on a beaucoup soutenu les services de production en tant qu'humanité, mais on a un peu oublié qu'il y avait aussi des services de régulation. Donc, on en a parlé là, régulation des espèces exotiques envahissantes, mais aussi régulation du climat ou régulation de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Tout ça, la biodiversité nous apporte ce genre de services. Et donc, pour ça, avec la biodiversité, en fait, il y a aussi une espèce de leitmotiv qui est plus c'est diversifié, mieux c'est. Et plus c'est diversifié, mieux c'est. Ça veut dire il faut un paysage diversifié, hétérogène. Il faut des activités humaines diversifiées. Et il faut un nombre d'espèces suffisantes, diversifiées également. Donc, en fait, recréer des paysages multifonctionnels et diversifiés, ça devrait, ça permet théoriquement de s'affranchir des espèces exotiques envahissantes. Et je terminerai en disant qu'en effet, si on laisse faire, l'espèce exotique envahissante va probablement se réguler toute seule. On l'a vu, comme avec la colerpe en Méditerranée ou la crépidule en Bretagne. En fait, les espèces exotiques finissent par se réguler. C'est pas toujours dans des temporalités humaines, puisque entre-temps, en fait, avant qu'elles soient régulées et qu'elles reviennent à des niveaux complètement acceptables, elles peuvent produire des dégâts. Donc, la recommandation que nous ferons dans le résumé du résumé pour décideurs qu'on va publier bientôt sur le site de la Fondation, c'est ça, en fait. C'est vraiment de penser processus plutôt que de penser espèce, parce que l'espèce, elle est pas maléfique par elle-même, elle est juste maléfique parce que c'est circonstanciel, et de penser diversité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Comment appréciez-vous les conseils de la COP15 qui préconisent un tiers d'espace laissé purement naturel et certainement une concentration de la population en milieu urbain? Alors, ce ne sera pas nécessairement la concentration des... Enfin, ça, c'est une tendance qui est observée. C'est-à-dire que démographiquement, le nombre d'humains augmente et il se concentre dans les villes. On va passer à 80% de la population qui sera urbaine à horizon 2050-2100. Mais je dirais que, c'est un peu ce que j'ai mis sur la diapositive, c'est-à-dire qu'en fait, pour protéger la biodiversité, vous avez trois grandes actions. La première, c'est en effet de conserver des espaces semi-naturels. Et donc, le chiffre de 30% est en réalité un chiffre qui est un peu moins disant par rapport à ce que disent les scientifiques. Les scientifiques disent que c'est entre 40 et 50 donc qu'il faudrait, y compris sur le milieu marin. Il faut restaurer la nature autant que possible, mais évidemment pas. Ça fait 30% de plus en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va restaurer sur les 70% restants 30%. Et sur les espaces qu'on utilise, il faut réduire les pressions. Et donc les pressions, c'est celles que j'ai évoquées. Alors je n'ai pas toutes évoquées, mais il y a donc le changement climatique, le changement d'usage des terres, la pollution,
le prélèvement de biomasse et les espèces exotiques envahissantes qu'il faut réduire aussi. Voilà. Donc en fait, préserver ces grands espaces naturels, ça va permettre parfois de préserver des processus évolutifs qu'on ne pourra pas préserver dans des agrosystèmes, par exemple, puisque là, on va orienter le système vers des services pour l'humain. Hein, donc, oui, bonjour, Olivier Le Gall. J'avais une petite question. Les espèces envahissantes peuvent avoir plusieurs statuts. Elles peuvent également être des ressources biologiques, au sens de la Convention pour la CRB, là, pour la CDB. La CDB, la Convention pour la sauvegarde de la biodiversité. Ces aspects souvent ne sont pas pris en compte du fait de la culture de l'organisme qui gère. Alors j'ai un petit exemple un peu tardif, hein, c'était dans les terres australes sur l'île Amsterdam, des bovins qui étaient une ressource génétique ont été éradiqués au regard de reconstituer un écosystème, ce qui est louable, mais sans aucun souci de préserver cette ressource, alors même que des techniques maîtrisées depuis des dizaines d'années, comme la cryogénisation d'embryons ou de semences, bon, d'autres espèces, des moutons, etc., de race bisée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais est-ce que des choses comme ça, qui peuvent être avec du recul considérées comme une erreur, hein, comme des décideurs qui avaient une culture, on va dire, plus si on peut écologue, très court, plus écologue que zootechnique et conservation des ressources domestiques. Est-ce que, avec du recul, ce genre d'éradication serait prise, ou alors il y aurait quand même des précautions? Alors, moi, je ne sais pas s'il y aura prochainement des précautions sur les autres cas qui se présenteront et qui seront similaires, mais ce que je peux dire, c'est qu'en effet, autant l'IPBES que la Convention sur la diversité biologique considèrent la biodiversité domestique comme étant de la biodiversité. Donc, on a cet enjeu de préserver avec des effondrements aussi, hein, qu'on constate sur la biodiversité domestique, donc notamment plus de 1000 espèces aujourd'hui qui sont en danger d'extinction, d'espèces domestiques, hein, je parle. Après, je pense qu'il y a aussi les activités humaines en fait qui induisent la disparition de ces espèces domestiques, un peu plus peut-être que ce cas qui me semble être un cas un peu particulier, les activités humaines, ou plutôt les changements de comportement des humains peuvent aussi faire disparaître très efficacement des espèces domestiques. Donc c'est un enjeu de conservation, on est d'accord. D'autant plus que là, c'est une co-construction avec les humains en fait, hein, d'une diversité spécifique, comme les paysages peuvent l'être. Et donc, on a un enjeu patrimonial à préserver ces espèces-là. Après, comment faire pour préserver ces espèces-là, c'est pas toujours très évident. Et si ces espèces provoquent des dommages par ailleurs sur des écosystèmes qu'on voudrait préserver par ailleurs, oui, c'est un compromis. Il va falloir faire des compromis. Il va y avoir une table ronde. Si on veut qu'il y ait une table ronde, il faudrait qu'on soit concis. Alors, Benoît, en 3 mots. En 3 mots. Une réponse en 3 mots. Quel est le référentiel pour vous? Vous avez parlé retrouver l'intégrité écologique de milieu par rapport à cette diapositive, mais quelle est la base sur laquelle on s'appuie pour dire on a atteint ou on doit encore atteindre le référentiel? Question énorme, donc réponse brève quand même. En fait, c'est un indicateur. Donc, comme tous les indicateurs, il y a des protocoles, il a des dimensions et une façon de calculer ces dimensions et d'arriver à connaître. Alors, c'est un indicateur qui se mesure entre 0 et 1. Hein, on va dire 0, c'est ici. Et 1, c'est une forêt tropicale qui serait préservée d'impact humain. Voilà. Donc, entre 0 et 1, il y a tout un gradient et il y a diverses façons de calculer les 3 dimensions dont je vous parlais, structure, fonction, composition, pour permettre d'avoir l'intégrité écologique. La réponse, c'est qu'on cherche du consensus, mais qu'on a rarement vraiment la bonne réponse. Bon.